Ce soir-là, j'ai compris qu'un dîner pouvait briser toute une vie. Je m'appelle Amandine Caron. J'ai 71 ans aujourd'hui, et pendant des décennies, j'ai cru que ma vie se résumait à ce que les autres voyaient. Une femme discrète, une épouse dévouée, une silhouette effacée derrière les rideaux d'un appartement parisien. Mais ce soir de novembre 2023, tout a basculé. Nous étions attablés dans la salle à manger. Romain, mon mari depuis 38 ans, notre fils Julien, sa femme Chloé et moi. La nappe en lin blanc sentait encore la lavande. J'avais préparé un bœuf bourguignon, celui que Romain aimait tant autrefois. Les bougies tremblaient doucement. Tout semblait parfait. Puis Romain a posé sa fourchette. Il a regardé notre fils droit dans les yeux, ignorant complètement ma présence, et il a dit d'une voix calme, presque détachée, « Je veux le divorce. J'ai rencontré une femme de vérité. » Le silence qui a suivi était épais, insupportable. Chloé a porté sa main à sa bouche. Julien s'est figé. Et moi, j'ai senti quelque chose se déchirer à l'intérieur de ma poitrine, quelque chose que je croyais solide depuis tant d'années. Une femme de vérité. Comme si moi, Amandine, je n'avais été qu'une ombre, une illusion, une erreur de 38 ans. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, pas devant eux. J'ai simplement regardé la flamme de la bougie vaciller, puis j'ai quitté la table sans un mot. Dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir de ma commode. Tout au fond, enveloppé dans un mouchoir en dentelle, se trouvait une petite photographie en noir et blanc. Mon père, debout devant sa pharmacie à Lyon, dans les années 50. Ses yeux étaient sérieux, bienveillants. Il tenait une petite mallette noire à la main. Cette photo, je la gardais depuis sa mort, il y a 23 ans. Elle était tout ce qui me restait de lui. Enfin, presque tout. Ce soir-là, en la tenant entre mes doigts tremblants, j'ai repensé à ces dernières paroles prononcées dans une chambre d'hôpital qui sentait l'éther et le désinfectant. Amandine, garde précieusement ce que je t'ai laissé. Un jour, tu en auras besoin. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu ne vaux rien. À l'époque, je n'avais pas compris. J'avais 28 ans. J'étais jeune mariée, amoureuse de Romain. Mon père m'avait laissé quelques documents, un vieux carnet bancaire que je n'avais jamais ouvert, et cette photo. Je les avais rangés, oubliés presque. Mais ce soir, alors que mon mari venait de me jeter comme on jette un vieux manteau usé, ces mots sont revenus me hanter. Un jour, tu en auras besoin. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été un brouillard glacé. Romain a quitté l'appartement dès le lendemain matin, emportant 2 valises et son téléphone qui sonnait sans arrêt. Il ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Julien est venu me voir 3 jours plus tard, le visage fermé, les mains dans les poches. « Maman, papa dit que tu dois comprendre. Il a besoin de vivre sa vie. Vous n'étiez plus heureux ensemble depuis longtemps. » J'ai souri tristement. Mon propre fils répétait les mots de son père comme une prière apprise. « Et toi, Julien? Tu penses quoi, toi ?» Il a détourné les yeux. « Je pense que c'est mieux pour tout le monde. » Il est parti peu après. Et moi, je suis restée seule dans cet appartement silencieux, avec pour seule compagnie le tic-tac de l'horloge du salon et cette photo de mon père que je regardais chaque soir avant de m'endormir. J'ignorais encore que ce n'était que le début. Les semaines ont passé comme des ombres grises. L'appartement semblait plus grand, plus froid. Chaque pièce résonnait du vide laissé par Romain. Je marchais dans le couloir et j'entendais encore l'écho de ses pas, de sa voix qui appelait mon prénom autrefois avec tendresse. « Amandine, tu as vu mes clés? Amandine. Le café est prêt? Amandine. » Maintenant, personne ne prononçait plus mon nom. Je me suis surprise, un matin de décembre, à rester debout devant la fenêtre de la cuisine, regardant la pluie glisser sur les vitres. C'était dans cette même cuisine que tout avait commencé, il y a si longtemps. 39 ans, pour être précise. J'avais 26 ans quand j'ai rencontré Romain. Lui en avait 32. C'était à Lyon, dans la pharmacie de mon père. Il était entré pour acheter de l'aspirine, et il était ressorti avec mon numéro de téléphone griffonné sur un bout de papier. Mon père n'avait pas confiance. Je m'en souviens parfaitement. Amandine, cet homme, il a quelque chose dans le regard, quelque chose de calculateur. Fais attention, ma chérie. Mais j'étais amoureuse. Follement, naïvement amoureuse. Romain était beau, élégant, il parlait avec assurance.
Il travaillait dans une entreprise d'import-export, il voyageait, il connaissait le monde. Moi, je n'avais jamais quitté Lyon. Je rêvais de Paris, de vie bourgeoise, de dîners aux chandelles et de conversations intellectuelles. Romain m'offrait tout cela. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, en mai 1985, dans une petite église de quartier. Mon père était là, silencieux, le visage grave. Ma mère était morte quand j'avais 12 ans, emportée par un cancer fulgurant. Papa était tout ce qui me restait. Et je l'ai quitté pour suivre Romain à Paris. « Si tu as besoin de moi, Amandine, je serai toujours là », m'avait-il murmuré le jour de mon départ en serrant mes mains dans les siennes. Je n'ai jamais oublié cette phrase, ni la tristesse dans ses yeux. Les premières années à Paris furent, magiques d'une certaine façon. Nous vivions dans un petit appartement du 15e arrondissement, près du parc Georges Brassens. Romain partait tôt le matin, revenait tard le soir. Moi, je m'occupais de la maison, je lisais, je cuisinais, j'attendais. J'attendais beaucoup dans cette vie. Julien est né 2 ans plus tard, en 1987. Un bébé magnifique, aux yeux bleus comme ceux de Romain. Je me souviens de l'avoir bercé pendant des heures, regardant par la fenêtre les toits de Paris, me demandant si c'était cela, le bonheur. Romain était fier d'avoir un fils. Il l'a annoncé à tous ses collègues, à ses amis, avec cette assurance que je lui enviais secrètement. Mais il ne changeait jamais les couches. Il ne se levait jamais la nuit. Il ne berçait jamais Julien quand il pleurait. C'est ton rôle, Amandine. Moi, je travaille pour nous faire vivre. Et je l'ai accepté. Parce que c'était comme ça, n'est-ce pas? Les femmes de ma génération acceptaient beaucoup. Mon père venait nous voir 2 fois par an, à Noël et en été. Il apportait toujours un cadeau pour Julien. Un livre, un jouet en bois, quelque chose de simple et réfléchi. Il me regardait avec cette expression inquiète, comme s'il cherchait à lire dans mes yeux ce que je refusais de dire à voix haute. « Tu es heureuse, ma chérie ?»« Oui, papa. Très heureuse. » Je mentais. Pas complètement, mais un peu. Je n'étais pas malheureuse. J'étais absente. Je vivais dans l'ombre de Romain, dans l'ombre de ses ambitions, de ses décisions, de ses silences. Puis, en 2001, mon père est tombé malade. Un cancer du pancréas, foudroyant, impitoyable. Je suis retournée à Lyon pour m'occuper de lui. Romain n'est pas venu. Il avait un projet important au travail, disait-il. Julien avait 14 ans et devait rester à Paris pour l'école. J'ai passé 3 mois au chevet de mon père, dans cette même chambre d'hôpital où il s'était éteint doucement, un soir de novembre. La veille de sa mort, il m'avait pris la main, ses doigts frêles et glacés contre les miens. « Amandine, écoute-moi bien. J'ai ouvert un compte bancaire pour toi il y a longtemps. Tout est à ton nom. Garde précieusement la carte et les papiers que je t'ai laissés. Un jour, tu en auras besoin. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu ne vaux rien. Tu entends? Tu vaux bien plus que ce que Romain te fait croire. » J'avais hoché la tête, les larmes aux yeux, sans vraiment comprendre. Papa délirait, pensais-je. La morphine le faisait parler de choses étranges. Mais il a insisté, serrant ma main plus fort, les yeux brillants de fièvre et de détermination. « Promets-moi que tu garderas tout. Promets-moi que tu n'abandonneras jamais. »« Je promets, papa. » Il est mort le lendemain à l'aube. Je suis rentrée à Paris avec une petite boîte en carton contenant ses affaires personnelles. La photo devant la pharmacie, un vieux carnet bancaire avec un numéro de compte et un code confidentiel griffonné au dos, quelques lettres et une carte bancaire bleu marine dans une enveloppe scellée avec mon nom écrit à la main. Je n'ai jamais ouvert l'enveloppe. Je l'ai rangée dans le tiroir de ma commode, sous mes chemises de nuit, et je l'ai oubliée. Presque. Romain n'a pas demandé ce que mon père m'avait laissé. Il n'a jamais posé de questions. Quelques jours après mon retour, il m'a simplement dit, en lisant son journal au petit déjeuner, « Ton père était un homme simple. Il n'avait pas grand-chose, j'imagine. Enfin, c'est mieux ainsi. Moins de complications. » J'ai avalé mon café en silence. Quelque chose en moi s'est fermé ce jour-là. Quelque chose de petit, de fragile, s'est éteint doucement. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les années ont continué à filer. Julien a grandi, il est parti faire ses études, il a rencontré Chloé, ils se sont mariés. Romain a pris de l'importance dans son entreprise. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand, plus chic, dans le 7e arrondissement. Une adresse prestigieuse, des meubles élégants. Des dîners mondains où je souriais poliment pendant que Romain racontait ses exploits professionnels.
Moi, je suis devenue invisible. Pas d'un coup, lentement, comme une photographie qui pâlit au soleil. Romain ne me regardait plus vraiment. Il ne me posait plus de questions. Il ne me touchait plus, sauf parfois par habitude, par devoir conjugal. Nous partagions le même lit, mais nous vivions dans deux mondes séparés. Et moi, je continuais. Je cuisinais, je rangeais, je souriais. Je faisais semblant que tout allait bien, parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Tenir, endurer, faire bonne figure. Mais quelque part, au fond de moi, une petite voix murmurait parfois, les soirs de solitude, « Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est vraiment tout ce que ta vie sera ?» Je regardais alors la photo de mon père, posée sur ma table de chevet, ses yeux sérieux, sa mallette noire, et je repensais à ses dernières paroles. « Un jour, tu en auras besoin. » Je ne savais pas encore à quel point il avait raison. C'était un mardi après-midi de mars 2022. Je m'en souviens parce que c'était le jour où j'ai compris que quelque chose avait changé, même si je refusais encore de le voir vraiment. Romain était rentré plus tôt que d'habitude. Il avait déposé sa mallette dans l'entrée avec un geste brusque, presque irrité, et il était passé devant moi sans un mot. Pas de baiser sur la joue, pas de « bonsoir Amandine », rien. Je préparais le dîner. Un poulet rôti avec des pommes de terre fondantes, son plat préféré. L'appartement sentait le thym et le romarin. J'avais mis la table avec soin, comme toujours. Les assiettes en porcelaine de Limoges, les verres en cristal, la nappe brodée. Mais quand je l'ai appelé pour passer à table, il est apparu dans l'embrasure de la porte, avec son téléphone à la main, le visage fermé. Je n'ai pas faim. Mais j'ai préparé ton plat préféré. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une sorte d'agacement, de lassitude, comme si ma présence même le fatiguait. Amandine, arrête de toujours vouloir me faire plaisir. C'est épuisant. Les mots sont tombés comme des pierres, froids, tranchants. Je suis restée figée, la louche à la main, cherchant quoi répondre. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, son téléphone a vibré. Il a regardé l'écran et son visage s'est illuminé. Un sourire, un vrai sourire, celui que je ne voyais plus depuis des années. Il a quitté la cuisine sans un mot, le téléphone collé à l'oreille, et je l'ai entendu parler dans le couloir, à voix basse, presque chuchoter. « Non, non, je suis seule. Oui, je peux parler. » Puis sa voix s'est éloignée. La porte de son bureau s'est refermée. Je suis restée là, debout devant la cuisinière, regardant le poulet doré qui refroidissait lentement. J'ai éteint le four. J'ai posé la louche. Et je me suis assise à table, seule, devant deux couverts. J'ai mangé en silence. Chaque bouchée avait un goût de cendre. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai repensé à cette phrase. C'est épuisant. 37 ans de mariage, et j'étais devenue épuisante. Pas intéressante, pas désirable, épuisante. Je me suis tournée vers la table de chevet, vers la photo de mon père. Ses yeux semblaient me regarder avec cette même expression inquiète qu'il avait toujours eue. « Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Évidemment, il n'a pas répondu. Les morts ne répondent jamais. Mais dans le silence de cette nuit-là, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Une première petite fêlure, à peine visible, mais bien réelle. Les semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer d'autres détails, des petites choses que j'avais ignorées auparavant ou que je m'étais refusé à voir. Romain rentrait de plus en plus tard. Il prenait sa douche dès son arrivée, changeait de vêtements immédiatement. Son téléphone ne le quittait jamais. Il le gardait sur lui en permanence, même quand il allait aux toilettes. Et quand il sonnait, il sortait de la pièce pour répondre. « C'est le travail », disait-il quand je posais une question. « Encore ? Même à 10 heures du soir ? Amandine, tu ne comprends pas. Les affaires ne s'arrêtent pas à 17 heures. » Et moi, je hochais la tête. Je ne voulais pas être cette femme. Cette épouse jalouse, suspicieuse, étouffante. Alors je me taisais. Mais la nuit, je ne dormais plus vraiment. Je restais éveillée, écoutant sa respiration à côté de moi, me demandant quand exactement nous étions devenus deux étrangers partageant le même matelas. Un soir de mai, Julien et Chloé sont venus dîner. Cela faisait plusieurs mois que nous ne les avions pas vus. Julien travaillait beaucoup, disait-il. Ils étaient occupés, disait Chloé. J'avais préparé un festin. Du saumon en croûte, une salade niçoise, une tarte aux fraises maison. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais que mon fils voie que sa mère savait encore faire quelque chose de bien. Pendant le repas, Romain était charmant. Il racontait des anecdotes,
Il riait, il posait des questions à Julien sur son travail, à Chloé sur ses projets. Il était exactement l'homme que j'avais épousé. Drôle, attentionné, présent. Mais pas une seule fois il ne m'a regardé. Pas une seule fois il n'a mentionné que c'était moi qui avais tout préparé. Quand Chloé a complimenté la tarte, Romain a simplement souri et dit « Oui, elle est excellente. Elle. Pas Amandine. Pas ta mère. Elle. » Comme si j'étais une domestique invisible. Julien n'a rien remarqué. Ou peut-être qu'il a choisi de ne rien remarquer. Il parlait avec son père de choses que je ne comprenais pas. Fusion d'entreprises, investissement, stratégie commerciale. Ils formaient un duo solide, complice. Et moi, j'étais assise là, souriant poliment, servant le vin, débarrassant les assiettes, transparente. Après leur départ, j'ai fait la vaisselle en silence. Romain était déjà enfermé dans son bureau, au téléphone encore une fois. J'entendais sa voix à travers la porte, douce, presque tendre. Je sais, moi aussi, bientôt, je te promets. J'ai fermé le robinet. L'eau avait cessé de couler, mais mes mains tremblaient. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et je suis allé dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma commode. Sous les chemises de nuit, la petite boîte en carton était toujours là. La photo de mon père, l'enveloppe scellée avec la carte bancaire, le vieux carnet. Je les ai sortis lentement, comme si je touchais des reliques sacrées. La photo d'abord. Mon père, jeune, sérieux, debout devant sa pharmacie. Cette époque où il était encore vivant, où il pouvait encore me protéger. Puis l'enveloppe, bleu marine, épaisse, avec mon nom écrit à la main. Amandine Caron. Pas Amandine Mercier, mon nom d'épouse. Caron, mon nom de jeune fille. J'ai retourné l'enveloppe entre mes doigts. Elle n'avait jamais été ouverte. Pendant 21 ans, elle était restée scellée, oubliée dans ce tiroir. Un jour, tu en auras besoin. Je l'ai tenue contre ma poitrine, fermant les yeux. Papa, c'est maintenant? C'est maintenant que j'en ai besoin? Mais je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Pas encore. Quelque chose en moi résistait. Une part de moi refusait encore d'admettre que ma vie s'effondrait, que mon mariage était une coquille vide, que mon mari ne m'aimait plus. Peut-être même ne m'avait-il jamais vraiment aimé. J'ai remis l'enveloppe dans le tiroir. J'ai rangé la photo. Et je me suis couchée, les yeux ouverts dans le noir, écoutant Romain rire doucement au téléphone dans la pièce d'à côté. Cette nuit-là, j'ai compris que quelque chose en moi commençait à se briser. Pas brutalement, pas spectaculairement, mais lentement, silencieusement, comme une porcelaine fine qui se fendille sous la pression invisible du temps. Et je ne savais pas encore comment arrêter cette fracture. Les mois qui ont suivi ont été étranges. Je vivais dans une sorte de brouillard permanent, où chaque geste quotidien devenait une performance automatique. Me lever, préparer le café, ranger l'appartement, sourire quand il le fallait. Je refusais de voir ce qui crevait les yeux. Romain avait de moins en moins de temps pour moi. Ses voyages d'affaires se multipliaient. Bruxelles, Genève, Milan. Il partait le lundi matin et revenait le vendredi soir, épuisé, distant. Quand je lui demandais comment s'était passée sa semaine, il répondait par monosyllabes. Bien, fatigant. Le travail, tu sais. Non, je ne savais pas. Je ne savais plus rien de sa vie. Un samedi de juin 2022, j'ai proposé que nous allions déjeuner quelque part, comme avant. Il y avait ce petit restaurant à Saint-Germain-des-Prés que nous aimions tant dans les années 90. Je pensais que, peut-être, en retournant là-bas, nous pourrions retrouver quelque chose. Un écho, un souvenir partagé. Romain a levé les yeux de son ordinateur. Même le week-end, il travaillait. Et il a soupiré. Je n'ai vraiment pas le temps, Amandine. Mais, c'est samedi. Tu pourrais prendre une pause. Nous pourrions quoi? Il m'a regardé avec cette expression que je commençais à reconnaître. Une sorte de lassitude mêlée d'irritation. Aller manger dans un restaurant et faire semblant que tout va bien? Le silence s'est abattu entre nous comme un rideau de plomb. Tu penses que tout ne va pas bien? Ai-je murmuré. Il a refermé son ordinateur. Il s'est levé. Il est venu vers moi. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me prendre dans ses bras, qu'il allait me dire que j'avais mal compris, que tout cela n'était qu'un mauvais passage. Mais il s'est contenté de poser une main sur mon épaule, brièvement, comme on tapote un chien fidèle. Amandine, tu es une bonne épouse. Tu as toujours été une bonne épouse. Mais parfois, être bon ne suffit pas. Puis il a pris sa veste et il est sorti. Je suis restée debout dans le salon, figée,
essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Être bon ne suffit pas. Qu'est-ce qui suffisait alors? Qu'est-ce qu'il attendait de moi que je n'avais pas donné pendant 37 ans? Je me suis assise sur le canapé, les mains tremblantes. Et au lieu de pleurer, au lieu de crier, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai cherché des excuses. Il est stressé par le travail. Il traverse une période difficile. C'est l'âge, la crise de la soixantaine. Ça va passer. Je me mentais. Bien sûr que je me mentais. Mais admettre la vérité, c'était admettre que ma vie entière avait été une illusion. Et je n'étais pas prête. Alors j'ai continué. J'ai continué à faire comme si de rien n'était. J'ai continué à préparer ses repas préférés, à repasser ses chemises, à maintenir l'appartement impeccable. Je pensais que si j'étais assez parfaite, assez discrète, assez patiente, il finirait par revenir vers moi. C'est ce que font les femmes de ma génération, n'est-ce pas? Nous nous adaptons, nous nous plions, nous nous effaçons. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. En juillet, Julien nous a annoncé que Chloé était enceinte. Leur premier enfant. Mon premier petit enfant. J'aurais dû être folle de joie. Et une partie de moi l'était. Mais quand j'ai regardé Romain, j'ai vu quelque chose d'étrange dans ses yeux. Une sorte de calcul, de froide évaluation. « C'est une excellente nouvelle », a-t-il dit en serrant la main de Julien. « Tu vas avoir besoin d'argent. Un enfant, ça coûte cher. Heureusement que tu as un père qui a bien réussi. » Julien a ri, un peu gêné. « Papa, on se débrouille très bien. Pour l'instant. Mais attends de voir les frais. L'école privée, les activités, les vacances. Crois-moi, tu auras besoin d'aide. » Chloé a souri poliment, mais j'ai vu une ombre passer dans ses yeux. Elle n'aimait pas qu'on parle d'argent ainsi, crûment, comme si leur enfant n'était qu'une dépense à prévoir. Moi non plus, je n'aimais pas ça. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai félicité Chloé. J'ai proposé de tricoter une couverture pour le bébé. Plus tard, quand nous nous sommes retrouvés seuls, Romain et moi, dans la voiture qui nous ramenant à la maison, j'ai osé poser une question. « Pourquoi as-tu parlé d'argent comme ça devant eux ?» Il a haussé les épaules, les yeux fixés sur la route. « Parce que c'est la réalité. Julien doit comprendre que dans la vie, tout se paie. Même l'amour familial. L'amour ne se paie pas, Romain. » Il a ri. Un rire bref, presque méprisant. « Tu es tellement naïve, Amandine. Tu l'as toujours été. » C'est touchant d'une certaine manière. Je me suis tue. Le reste du trajet s'est fait en silence. Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai repensé à cette phrase. « Tu es tellement naïve. » Peut-être avait-il raison. Peut-être que j'avais toujours été naïve. Naïve de croire qu'il m'aimait. Naïve de croire que notre mariage comptait. Naïve de croire que je comptais. J'ai tourné la tête vers sa silhouette endormie à côté de moi. Dans le noir, je distinguais à peine son visage. Cet homme que je connaissais depuis 39 ans. Cet homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 37 ans. Cet homme qui était le père de mon fils. Et pourtant, il me semblait être un parfait étranger. Les semaines d'août ont été particulièrement éprouvantes. Romain a décidé de partir seul en vacances, en Corse, pour décompresser. Il m'a laissé à Paris, dans l'appartement silencieux, avec pour seule compagnie la chaleur étouffante et mes pensées qui tournaient en boucle. Julien m'a appelé une fois, rapidement, entre deux rendez-vous. « Ça va, maman ?»« Oui, très bien. »« Papa n'est pas avec toi ?»« Non, il avait besoin de vacances. Le travail, tu sais. »« Ah, d'accord. Bon, je dois y aller. Je t'embrasse. » Il a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. J'ai passé ces semaines à marcher. Je marchais dans Paris, des heures durant, sans but précis. Les Tuileries, le Luxembourg, les quais de Seine. Je regardais les couples enlacés sur les bancs, les familles qui riaient, les enfants qui couraient, et je me demandais quand exactement j'avais cessé d'exister. Un après-midi, en passant devant une vitrine, j'ai aperçu mon reflet. Une femme de 70 ans, mince, les cheveux gris, tirés en chignon, vêtue d'une robe beige sans forme particulière, des chaussures plates, pas de bijoux, sauf mon alliance en or. Je me suis arrêtée. J'ai regardé cette femme dans le miroir. « Qui es-tu » Je ne savais pas. Je ne me reconnaissais plus. Quand Romain est rentré de Corse, bronzé, détendu, il m'a à peine embrassé. Il a posé ses valises dans l'entrée et il est allé directement dans son bureau. Son téléphone a sonné presque immédiatement. J'ai entendu sa voix, légère, joyeuse. « Oui, je suis rentrée. Non, tout va bien. Oui, je pense à toi aussi. » Je suis restée dans le couloir, les bras ballants,
me demandant si je devais frapper à la porte, lui demander avec qui il parlait, exiger des explications. Mais je n'ai rien fait, parce que j'avais peur de la réponse. Alors j'ai continué. J'ai continué à jouer mon rôle d'épouse parfaite, invisible, soumise. Je continuais à espérer que si je ne faisais pas de vagues, si je ne posais pas de questions, si je ne dérangeais personne, peut-être que tout rentrerait dans l'ordre, peut-être qu'il me verrait à nouveau, peut-être qu'il m'aimerait à nouveau, peut-être. Mais au fond de moi, une petite voix, celle que je refusais encore d'écouter, murmurait doucement. Tu sais déjà la vérité. Tu l'as toujours su. Tu refuses juste de la regarder en face. Et cette voix avait raison. Parce qu'en septembre, tout a basculé. Septembre 2022 est arrivé avec ses pluies fines et son ciel gris. Paris sentait l'automne, cette odeur de feuilles mouillées et de café qui rouvrent après l'été. Romain avait repris son rythme habituel. Départ tôt le matin, retour tard le soir, ou pas du tout. Certaines nuits, il ne rentrait même plus, prétextant des réunions qui s'éternisaient, des dîners d'affaires obligatoires. Tu comprends, Amandine, je ne peux pas refuser. C'est important pour ma carrière. Sa carrière. Toujours sa carrière. J'ai arrêté de poser des questions. À quoi bon? Il mentait de toute façon. Et moi, j'avais trop peur d'entendre la vérité. Mais la vérité a une façon étrange de se révéler, même quand on fait tout pour l'éviter. C'était un jeudi après-midi. Je rentrais du marché, les bras chargés de courses. En poussant la porte de l'appartement, j'ai entendu la sonnerie du téléphone fixe, celui que personne n'utilisait plus vraiment, mais que nous gardions par habitude. J'ai posé mes sacs et j'ai décroché. Allô? Silence. Puis une respiration. Puis une voix féminine, jeune, légèrement hésitante. Monsieur Mercier est là? Non, il est au travail. Puis-je prendre un message? Un autre silence, plus long cette fois. Non, non, ce n'est pas grave. Je rappellerai. Qui dois-je dire à appeler? Ce n'est pas important. Pardon de vous avoir dérangé. Elle a raccroché. Je suis resté là, le combiné à la main, le cœur battant étrangement fort. Cette voix, cette gêne dans la voix. Ce n'était pas une collègue. Ce n'était pas une secrétaire. J'ai reposé le téléphone lentement. Calme-toi, Amandine. C'était peut-être une erreur, une mauvaise connexion. Mais mes mains tremblaient quand j'ai rangé les courses. Le soir même, quand Romain est rentré, tard comme d'habitude, je lui ai mentionné l'appel, essayant de garder un ton détaché. Une femme a téléphoné cet après-midi. Elle demandait après toi. Elle n'a pas voulu laisser son nom. Il a levé les yeux de son assiette, l'air vaguement agacé. Ah oui? Probablement une collègue. Ou une cliente, je ne sais pas. Elle avait l'air jeune. Amandine, beaucoup de gens ont l'air jeunes. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Sa voix était devenue tranchante, froide. Je n'insinue rien. Je te disais juste? Tu me dis quoi? Que tu m'espionnes maintenant? Que tu surveilles mes appels? Non, Parce que franchement, Amandine, j'ai une journée épuisante et je n'ai pas besoin de rentrer chez moi pour être interrogée comme un suspect. Il s'est levé de table, laissant son assiette à moitié pleine, et il est parti s'enfermer dans son bureau. Je suis restée seule dans la cuisine, fixant les restes de dîner qui refroidissaient. Tu me dis quoi? Je ne disais rien. Je n'osais rien dire. J'avais peur. Peur de sa colère, peur de la vérité, peur de tout perdre. Mais ce soir-là, en faisant la vaisselle, les mains plongées dans l'eau savonneuse, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une petite étincelle, une petite voix qui murmurait « Il te ment, tu le sais, tu l'as toujours su. » Les jours suivants, j'ai commencé à observer, pas à espionner. Je me répétais que je n'espionnais pas, mais à observer. À faire attention aux détails que j'avais ignorés pendant des mois. Le parfum sur ses chemises, pas le mien. Une odeur florale, légère, jeune. Les reçus de restaurants dans ses poches. Des endroits où nous n'allions jamais. Des additions pour 2 personnes. Son téléphone, toujours verrouillé, toujours face contre la table. Et surtout, son absence. Cette absence émotionnelle qui s'était installée depuis si longtemps que j'avais fini par croire que c'était normal. Un mardi de fin septembre, Romain m'a annoncé qu'il devait partir à Lyon pour 3 jours. Une conférence. Très important. À Lyon, mon cœur a fait un bond. Lyon, la ville de mon enfance, la ville de mon père. Je pourrais venir avec toi. Je n'y suis pas retournée depuis. Non. Sa réponse a été immédiate, catégorique. C'est professionnel, Amandine. Tu t'ennuierais.
Mais je pourrais visiter la ville pendant que tu travailles. Revoir la pharmacie de papa, le quartier. J'ai dit non. Il n'y avait rien à ajouter. Le ton était sans appel. Il est parti le mercredi matin, sa petite valise à la main, son costume impeccable, son sourire poli. Je t'appellerai ce soir. Il n'a pas appelé. Ni le mercredi soir, ni le jeudi. Le vendredi matin, j'ai craqué. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de son portable. Messagerie. J'ai essayé à nouveau. Messagerie. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé son entreprise. « Bonjour, je suis Madame Mercier, l'épouse de Romain Mercier. Je cherche à le joindre. Il est en conférence à Lyon et... »« À Lyon, madame ?» La voix de la secrétaire était surprise. « Monsieur Mercier n'est pas en déplacement cette semaine. Il a pris 3 jours de congé personnel. » Le monde a basculé. « Pardon ? » ?»« Oui, madame. Il a demandé un congé mercredi, jeudi et vendredi. Il devrait être de retour lundi. »« Je vois. Merci. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser le téléphone sur la table. 3 jours de congé personnel. Il n'était pas à Lyon pour une conférence. Il n'était nulle part pour le travail. Il m'avait menti. Délibérément, froidement. Je me suis assise sur le canapé, incapable de bouger, incapable de penser clairement. Tout ce que je ressentais, c'était une douleur sourde dans la poitrine, comme si quelque chose d'essentiel venait de se briser. Où es-tu, Romain? Avec qui? J'ai passé le vendredi comme un fantôme. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je marchais de pièce en pièce, regardant cet appartement qui avait été mon univers pendant tant d'années et qui me semblait soudain étranger, hostile. Le samedi matin, Romain est rentré, frais, souriant, détendu. « Bonjour, Amandine. Ça s'est bien passé ces 3 jours. » Je l'ai regardé. Cet homme que je connaissais depuis 39 ans. Cet homme qui venait de me mentir avec un naturel effrayant. « Comment s'est passée ta conférence ? » Productive, très productive, beaucoup de contacts intéressants. Il a posé sa valise, il a enlevé sa veste, il est allé dans la cuisine se servir un café, comme si de rien n'était. Et moi, j'ai su. J'ai su qu'il y avait une autre femme. J'ai su qu'il me trompait. J'ai su que notre mariage était mort depuis longtemps et que j'avais été la seule à ne pas vouloir l'admettre. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Parce qu'une partie de moi espérait encore que je me trompais. Que tout cela n'était qu'un malentendu terrible. Cette nuit-là, je suis allée dans la chambre pendant qu'il prenait sa douche. Sa valise était ouverte sur le lit. J'ai regardé à l'intérieur. Des vêtements propres, soigneusement pliés. Trop propres pour 3 jours de voyage. Et au fond, glissé dans une poche latérale, un reçu d'hôtel. Pas à Lyon. À Paris. Un hôtel 4 étoiles dans le Marais. Chambre double. 3 nuits. J'ai pris le reçu entre mes doigts. Les lettres dansaient devant mes yeux. Chambre double. Il était à Paris. Il avait passé 3 jours à Paris, à quelques kilomètres de notre appartement, dans un hôtel de luxe, avec quelqu'un d'autre. J'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter. J'ai rapidement remis le reçu dans la valise et je suis sortie de la chambre. Dans le salon, je me suis assise dans le noir, les mains serrées l'une contre l'autre, essayant de contrôler les tremblements qui me parcouraient tout entière. Romain est sorti de la salle de bain, en peignoir, les cheveux humides. Il m'a regardé, assis dans l'ombre. « Tu ne vas pas te coucher ? » ?»« Je n'ai pas sommeil. Comme tu veux. » Il est allé se coucher sans un mot de plus. Et moi, je suis restée là, dans le salon silencieux, regardant par la fenêtre les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce soir-là, de ne rien dire, de ne pas le confronter. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Peut-être que si je l'avais affronté immédiatement, les choses auraient été différentes. Peut-être que si j'avais crié, pleuré, exigé des explications, il aurait eu honte, il aurait arrêté. Mais au fond de moi, je savais que non. Je savais qu'il était déjà trop loin de moi, trop loin de nous. Le lendemain matin, dimanche, je me suis levée avant lui. J'ai ouvert le tiroir de ma commode, j'ai sorti la petite boîte en carton, la photo de mon père, l'enveloppe scellée avec la carte bancaire. Je les ai regardées longuement, comme si je les voyais pour la première fois. « Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de comprendre ce que tu as voulu me dire. » Mais je n'ai toujours pas ouvert l'enveloppe, pas encore, parce que l'ouvrir, c'était admettre que tout était fini, que je devais me préparer à quelque chose, à partir, à survivre seule. Et je n'étais pas encore prête, pas tout à fait. Octobre 2022 a été le mois le plus long de ma vie.
Chaque jour ressemblait au précédent. Une succession de silences, de mensonges polis, de sourires forcés. Romain et moi vivions comme deux colocataires étrangers. Nous partagions le même appartement, mais nous n'existions plus l'un pour l'autre. Il rentrait tard, repartait tôt. Je faisais semblant de ne rien remarquer. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La peur s'était transformée en vigilance. La douleur s'était muée en lucidité froide. J'observais, j'écoutais, j'attendais. Un mercredi soir, Julien nous a invités à dîner chez eux. Chloé était enceinte de 5 mois maintenant et elle rayonnait. Il voulait nous annoncer le sexe du bébé. « C'est une fille !» a dit Julien, les yeux brillants de fierté. J'aurais dû être submergé de joie. Ma première petite fille. Mais quand j'ai regardé Romain, j'ai vu quelque chose d'étrange dans son expression. Une sorte de calcul, de froideur. « Une fille !» a-t-il répété lentement. « C'est bien. Moins de complications qu'un garçon. » Julien a ri, un peu mal à l'aise. « Papa, qu'est-ce que tu racontes ? Je dis juste que les filles sont plus simples, moins exigeantes, plus reconnaissantes. » Il m'a lancé un regard en disant cela. Un regard appuyé, comme s'il me lançait un message codé. Chloé a changé de sujet rapidement, sentant la tension monter. Mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette phrase toute la soirée. Plus reconnaissante. Était-ce ce qu'il attendait de moi ? De la reconnaissance ? Pourquoi ? Pour m'avoir épousée alors que je n'avais rien ? Pour m'avoir offert une vie confortable ? Pour m'avoir supporté pendant 37 ans ? Sur le chemin du retour, dans le taxi, j'ai osé poser la question qui me brûlait les lèvres. « Romain, tu regrettes de m'avoir épousée ?» Il a tourné la tête vers moi, surpris. Puis, il a regardé par la fenêtre, regardant défiler les lumières de Paris. « Regretter, c'est un grand mot. » Alors quoi ? Il a soupiré. Un long soupir, comme si ma question l'ennuyait profondément. « Amandine, tu veux vraiment avoir cette conversation ? Maintenant ? Oui ? Très bien. » Il s'est tourné vers moi et dans la pénombre du taxi, son visage était celui d'un étranger. « Non, je ne regrette pas. Tu as été une bonne épouse, tu m'as donné un fils, tu as tenu la maison, tu as fait ton devoir. Ton devoir. » Le mot est resté suspendu entre nous comme une lame. « Mais quoi ? Il y a un « mais », n'est-ce pas ?» Il a hésité. Puis il a dit, d'une voix presque douce, presque gentille, ce qui rendait ses mots encore plus cruels. « Mais tu n'as jamais été, comment dire, excitante, passionnante. Tu as toujours été prévisible, sage, ennuyeuse, si je suis honnête. » Le taxi s'est arrêté devant notre immeuble. Romain a payé le chauffeur et il est sorti. Moi, je suis restée assise quelques secondes, incapable de bouger. Ennuyeuse. 37 ans de mariage résumés en un mot. Ennuyeuse. Je suis montée lentement, accrochée à la rampe de l'escalier, sentant mes jambes trembler sous moi. Quand je suis entrée dans l'appartement, Romain était déjà enfermé dans son bureau, au téléphone encore une fois. J'entendais sa voix à travers la porte, douce, tendre, vivante. « Non, non, je pense à toi. Demain, oui, je ne peux pas attendre non plus. » Je me suis adossée au mur du couloir, fermant les yeux. C'est elle qui le rend heureux. Pas moi, jamais moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux ouverts, écoutant la respiration régulière de Romain à côté de moi, me demandant comment nous en étions arrivés là. Comment devient-on ennuyeux pour quelqu'un ? Est-ce que c'était ma faute ? Aurais-je dû être différente ? Plus drôle ? Plus audacieuse ? Plus vivante ? Ou était-ce lui ? Était-ce lui qui avait arrêté de me voir ? Qui avait arrêté de m'aimer ? Les questions tournaient en boucle dans ma tête, sans réponse. Le jeudi suivant, tout a basculé. J'étais allée faire des courses à la supérette du coin. En rentrant, les bras chargés de sacs, j'ai cherché mes clés dans mon sac. Elles sont tombées par terre, entraînant avec elles mon téléphone qui a glissé sous le meuble de l'entrée. En me penchant pour les récupérer, j'ai vu quelque chose qui dépassait derrière le meuble. Une enveloppe, blanche, épaisse. Je l'ai sortie, curieuse. Elle était adressée à Romain. Pas de timbre. Elle avait été déposée directement dans notre boîte aux lettres. J'aurais dû la reposer. J'aurais dû attendre qu'il rentre pour la lui donner. Mais quelque chose, peut-être l'instinct, peut-être le désespoir, m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre manuscrite, une écriture féminine, ronde, soignée. Mon Romain, ces 3 jours avec toi ont été les plus beaux de ma vie.
Quand je suis dans tes bras, j'oublie tout. Ma vie compliquée, mes doutes, mes peurs. Tu me fais sentir vivante, vraiment vivante. Je sais que ta situation est difficile. Je sais que tu dois être patient, que tu dois faire les choses correctement. Mais parfois, j'ai tellement envie de crier au monde entier que je t'aime. Plus que quelques semaines, tu m'as dit. Plus que quelques semaines avant que tu sois libre. Avant que nous puissions être ensemble vraiment, sans nous cacher. Je t'attendrai. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Je t'aime, mon amour. Céline. J'ai lu la lettre une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Les mots dansaient devant mes yeux, mais leur sens était parfaitement clair. Plus que quelques semaines avant que tu sois libre. Il allait me quitter. Il avait tout planifié. Cette femme, Céline, savait. Elle attendait. Ils attendaient tous les deux le bon moment pour m'annoncer que ma vie était finie. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains ne tremblaient plus. Étrangement, je me sentais calme. Glacée, mais calme. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe. Je l'ai posée sur le bureau de Romain, bien en évidence. Puis je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma commode. J'ai sorti la petite boîte en carton. La photo de mon père. L'enveloppe scellée avec la carte bancaire. Le vieux carnet. Cette fois, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une carte bancaire bleu marine. Une carte Visa Infinite. À mon nom, Amandine Caron. Pas Mercier. Caron. J'ai retourné le carnet bancaire. Au dos, le numéro de compte et le code confidentiel, écrit de la main tremblante de mon père. Et une note griffonnée à la hâte. Amandine, cet argent est à toi. Je l'ai mis de côté toute ma vie pour que tu ne manques jamais de rien. Ne laisse personne, te dire que tu ne vaux rien. Tu es ma fille. Tu vaux tout l'or du monde. Papa. Les larmes ont enfin coulé. Pas de douleur, pas de colère. Juste du soulagement. Mon père m'avait protégé. Même mort, il continuait à me protéger. J'ai tenu la carte contre ma poitrine, fermant les yeux. Merci, papa. Merci. Quand Romain est rentré ce soir-là, il a trouvé la lettre sur son bureau. Je l'ai entendu l'ouvrir. Puis un silence. Un long silence. Il est venu dans le salon où j'étais assise, le visage figé. « Tu as lu ça ?»« Oui. Tu n'avais pas le droit. » J'ai levé les yeux vers lui. Pour la première fois depuis des mois, je l'ai regardé vraiment. Cet homme que j'avais aimé. Cet homme pour qui j'avais tout sacrifié. Tu as raison. Je n'avais pas le droit. Tout comme tu n'avais pas le droit de me mentir pendant des mois. Tout comme tu n'avais pas le droit de me tromper. Tout comme tu n'avais pas le droit de planifier de me quitter sans même avoir le courage de m'en parler. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Il ne savait pas quoi dire. Qui est Céline ? Amandine ? Qui est-elle ? Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose ressemblant à de la honte dans ses yeux. Une collègue. Elle a 38 ans. Nous nous sommes rapprochés il y a 1 an. 1 an. 1 an de mensonges. 1 an de trahison. Tu l'aimes ? Amandine, ce n'est pas... Réponds-moi. Tu l'aimes ? Il a détourné les yeux. Et dans ce silence, j'ai eu ma réponse. Oui, je l'aime. Les mots sont tombés comme des pierres dans un puits sans fond. Je me suis levée, j'ai marché vers lui. Et j'ai dit, d'une voix que je ne me connaissais pas, ferme, claire, digne. Alors, va-t'en, va la retrouver. Mais ne me mens plus, ne me manque plus de respect. J'ai été ton épouse pendant 37 ans. J'ai été fidèle, dévouée, patiente. Je mérite au moins la vérité. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu veux divorcer ? Je veux que tu partes. Maintenant. Ce soir. Prends tes affaires et va-t'en. Amandine, soyons raisonnables. Nous devons parler de... Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. Maintenant, assume-le. Il est resté figé quelques secondes. Puis, lentement, il est allé dans la chambre. J'ai entendu les tiroirs s'ouvrir et se fermer. Les cintres qui cliquetaient. La fermeture éclair de sa valise. 20 minutes plus tard, il était à la porte, sa valise à la main. Amandine, je suis désolé. Vraiment. Non, tu ne l'es pas, mais tu le seras. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu comprendras. Un jour. Il a hésité, puis il est sorti. La porte s'est refermée doucement derrière lui. Et je me suis retrouvée seule dans cet appartement silencieux. Seule, mais debout. Debout. Et enfin, lucide.
Les jours qui ont suivi le départ de Romain ont été étranges. L'appartement était silencieux, mais ce n'était plus le silence pesant de la solitude à deux. C'était un silence différent, propre, presque apaisant. Je me réveillais le matin et je réalisais qu'il n'était plus là. Pas de chemises à repasser, pas de café à préparer pour deux, pas de palourd dans le couloir, juste moi. Au début, j'ai cru que j'allais m'effondrer, que la solitude me détruirait. Mais étrangement, c'est le contraire qui s'est produit. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais respirer. Romain m'a appelé le surlendemain. Sa voix était prudente, calculatrice. « Amandine, nous devons parler. De choses pratiques. Du divorce, de l'appartement, de l'argent. L'argent. Évidemment. Toujours l'argent. D'accord, quand? Demain. Au café en bas de chez nous. 10 heures. Chez nous? J'ai souri amèrement. Ce n'est plus chez toi, Romain. Un silence. Puis, d'accord, en bas de chez toi. 10 heures. Il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné et retourné dans ma tête ce que j'allais lui dire. Comment j'allais me défendre. Parce que je le connaissais. Je savais qu'il ne me laisserait rien sans se battre. Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin. Un tailleur bleu marine, simple mais élégant. Un peu de maquillage. Mes cheveux tirés en chignon. Je voulais avoir l'air digne, forte. Je suis arrivée au café 5 minutes en avance. Romain était déjà là, installé à une table au fond, 2 cafés devant lui. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, les traits tirés. Une part de moi, une toute petite part, a ressenti quelque chose ressemblant à de la pitié. « Bonjour, Amandine. »« Bonjour. » Je me suis assise en face de lui. Il a poussé un café vers moi. « Comme tu l'aimes. » Allongé, sans sucre. J'ai regardé la tasse sans la toucher. Même maintenant, il essayait de jouer au mari attentionné. « Alors ?» ai-je dit. « De quoi voulais-tu parler ?» Il a pris une grande inspiration, comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. « Amandine, je veux que les choses se passent bien entre nous, sans conflit, sans avocats qui s'enrichissent sur notre dos. Nous sommes des adultes raisonnables. » Continue. « Voilà ce que je propose. » Il a sorti un papier de sa poche, soigneusement plié. « Le divorce à l'amiable. Pas de pension alimentaire. Tu n'as pas besoin d'argent, tu es en bonne santé, tu peux travailler. L'appartement sera vendu et nous partagerons les bénéfices à parts égales. L'appartement que j'ai entretenu pendant 37 ans? L'appartement que j'ai acheté avec mon argent, a-t-il corrigé, sa voix durcissant légèrement. Soyons clairs, Amandine. Quand nous nous sommes mariés, tu n'avais rien. Pas un sou. Ton père était pharmacien dans un petit quartier de Lyon. Tout ce que nous avons, c'est grâce à moi, grâce à mon travail. Grâce à mes efforts, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la peur, de la colère. Une colère froide, lucide. Je vois. Je ne dis pas ça pour être cruelle, je dis ça pour être honnête. Tu as été une bonne épouse, je ne le nie pas. Mais dans un divorce, on regarde les faits. Et les faits sont que tu n'as jamais contribué financièrement. J'ai élevé ton fils, notre fils. Et oui, tu l'as élevé. C'était ton rôle. Mon rôle. Oui, et tu l'as bien fait. Mais maintenant, c'est terminé. Julien est adulte. Il a sa vie. Nous devons tourner la page. J'ai regardé cet homme assis en face de moi. Cet homme qui venait de réduire 37 ans de ma vie à un rôle. Cet homme qui pensait pouvoir me jeter comme un objet usagé. Et si je refuse? Il a froncé les sourcils. Refuser quoi? Ton offre. Si je refuse de vendre l'appartement, si je demande une pension alimentaire, si je veux me battre. Il a souri. Un sourire froid, presque méprisant. Amandine, sois réaliste. Tu n'as pas d'argent pour un avocat. Tu n'as pas de revenus. Tu n'as rien. Si tu veux te battre, vas-y, mais tu perdras. Et à la fin, tu te retrouveras avec encore moins. Il s'est penché vers moi, baissant la voix. Je ne veux pas te faire de mal. Vraiment. Mais si tu m'y obliges, je le ferai. Je prouverai que tu n'as jamais travaillé, que tu n'as jamais rien apporté financièrement, que tu vis sur mon dos depuis des décennies. Je prouverai que tu es... Il a hésité. Que tu es instable, dépressive, que tu as besoin d'aide psychologique. Les mots sont tombés comme des gifles. Tu ferais ça si tu me forces la main? Oui. J'ai regardé mon café qui refroidissait. J'ai regardé cet homme qui avait partagé ma vie pendant 37 ans. Cet homme qui était prêt à me détruire pour protéger son confort. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Je ne le connaissais pas.
Je ne l'avais jamais connu. Très bien, ai-je dit calmement. Je vais réfléchir. Amandine, j'ai dit que je vais réfléchir. Donne-moi une semaine. Il a soupiré, visiblement agacé, mais il a hoché la tête. Une semaine, pas plus. J'ai besoin de régler ça rapidement. Céline et moi... Il s'est arrêté, réalisant ce qu'il venait de dire. Céline et toi, quoi? Rien. Oublie. Mais je n'oubliais pas. Je voyais maintenant. Ils voulaient commencer leur nouvelle vie, leur belle vie. Et j'étais l'obstacle, le boulet du passé qu'il fallait éliminer le plus vite possible. Je me suis levée. Une semaine, je te rappelle. Je suis partie sans me retourner. En rentrant à l'appartement, j'ai appelé Julien. Il a mis longtemps à répondre. Quand il a enfin décroché, sa voix était froide, distante. « Oui, maman. Julien, j'ai besoin de te parler. De ton père et moi. » Un soupir. Papa m'a déjà tout expliqué. Tout expliqué? Oui, que vous divorciez, que c'est mieux ainsi, que vous n'étiez plus heureux depuis longtemps. Et c'est tout ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman? Vous êtes des adultes. Vous prenez vos décisions. Julien, ton père m'a trompé. Pendant 1 an. Avec une femme de 38 ans. Silence. Julien? Maman, je ne veux pas être mêlée à ça. C'est entre vous deux. Tu es mon fils, et je suis aussi son fils. Sa voix montait. Tu veux que je choisisse? Tu veux que je prenne parti? Je refuse. Vous vous êtes mariés, vous divorcez, c'est votre vie. Laisse-moi en dehors de ça. Julien? J'ai du travail, maman. Chloé n'est pas bien en ce moment. La grossesse est difficile. Je n'ai pas le temps pour vos histoires. Vos histoires. Mon mariage détruit était devenu une histoire ennuyeuse dont il voulait se débarrasser. D'accord, ai-je murmuré. D'accord, prends soin de Chloé. Je t'embrasse. Il a raccroché sans dire au revoir. Je suis restée assise sur le canapé, le téléphone à la main, me sentant plus seule que jamais. Mon mari me trahissait. Mon fils m'abandonnait. Ma vie entière s'écroulait. Mais étrangement, je ne pleurais pas. Quelque chose en moi s'était endurci. Quelque chose de nouveau était né de cette douleur. Je me suis levée. Je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la carte bancaire bleu marine. Amandine Caron. Papa, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre ce que tu m'as laissé. Le lendemain matin, vendredi, j'ai pris le métro jusqu'à l'agence bancaire dont l'adresse était inscrite au dos du carnet. Une petite agence dans le 11e arrondissement. Discrète. Élégante. Je suis entrée, le cœur battant. Une jeune femme à l'accueil m'a souri. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?»« Bonjour. J'ai sorti la carte, les mains tremblantes. J'aimerais consulter mon compte. » Elle a pris la carte, l'a regardée, et son sourire s'est légèrement figé. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle s'est levée rapidement et est allée parler à un homme en costume, le directeur probablement. Ils ont échangé quelques mots à voix basse, jetant des regards dans ma direction. Puis l'homme est venu vers moi, le visage sérieux. « Madame Caron ? Oui, je suis Monsieur Renaud, le directeur de cette agence. Pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît ?» Son ton était étrange. Formel, presque solennel. Il m'a conduite dans un bureau privé, a fermé la porte. Il m'a fait asseoir, puis il s'est assis en face de moi. « Madame Caron, puis-je voir une pièce d'identité, s'il vous plaît ?» J'ai sorti ma carte d'identité. Il l'a examinée longuement, comparant la photo avec mon visage. « C'est bien vous. » Il a marqué une pause. « Madame, depuis combien de temps n'avez-vous pas consulté ce compte ? » Je ne l'ai jamais consulté. Mon père l'a ouvert pour moi il y a 23 ans, avant sa mort. Mais je n'ai jamais regardé. Il a hoché lentement la tête. Je vois. Madame Caron. Il a tapé sur son ordinateur, puis il a tourné l'écran vers moi. Voici votre compte. J'ai regardé l'écran. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Je ne comprenais pas. Ce devait être une erreur. Je ne comprends pas. Madame, ce compte a été ouvert il y a 23 ans à votre nom par votre père, Monsieur Henri Caron. Le solde actuel est de 208 millions d'euros. Le monde s'est arrêté. Pardon ? 208 millions d'euros, madame. Mais comment ? Ce n'est pas possible. Monsieur Renaud a souri doucement. Votre père était un homme très intelligent et très discret. Il a ouvert un dossier, sorti des documents. Monsieur Caron n'était pas qu'un simple pharmacien, madame. Il était aussi un investisseur exceptionnel. Dans les années 70 et 80, il a investi dans plusieurs start-up technologiques, dans l'immobilier, dans des actions. Toujours discrètement,
toujours prudemment. Et ses investissements ont prospéré, considérablement. Il m'a montré des relevés, des graphiques, des chiffres que je ne comprenais pas vraiment. Quand il a ouvert ce compte à votre nom en 2001, il y a déposé 90 millions d'euros. Depuis, avec les intérêts composés et les investissements automatiques que nous gérons selon ses instructions, le capital a plus que doublé. Je ne pouvais plus respirer. 208 millions d'euros. Mon père simple, discret, modeste. Mon père qui avait vécu dans son petit appartement au-dessus de sa pharmacie. Mon père qui réparait ses chaussures au lieu d'en acheter des neuves. Il m'avait laissé une fortune. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Monsieur Renaud a sorti une enveloppe scellée. Il nous a laissé ceci, avec instruction de vous le remettre le jour où vous viendriez. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre, l'écriture de mon père, celle que je connaissais si bien. Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que tu en as eu besoin. C'est que tu as enfin compris que tu valais plus que ce que les autres te faisaient croire. J'ai toujours su que Romain ne t'aimait pas vraiment. Je l'ai su le premier jour, mais tu étais amoureuse et je ne voulais pas te briser le cœur. J'espérais me tromper. Cet argent, je l'ai gagné pour toi, pour que tu ne sois jamais à la merci de personne, pour que tu puisses toujours partir si tu en avais besoin, pour que tu puisses vivre avec dignité. Ne laisse personne, surtout pas Romain, te dire que tu ne mérites rien. Tu mérites tout, ma chérie. Tu es ma fille. Tu es forte. Tu es belle. Tu es précieuse. Vis ta vie. Enfin, vraiment. Je t'aime pour toujours, papa. Les larmes ont coulé. Silencieuse. Libératrice. Papa. Monsieur Renaud m'a tendu une boîte de mouchoirs, attendant patiemment que je me ressaisisse. Madame Caron, que souhaitez-vous faire? J'ai séché mes larmes. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur. Les chiffres. Cette fortune incroyable. Et j'ai pensé à Romain, à son sourire méprisant, à sa phrase « Tu n'as rien ». Et j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri vraiment. Je veux consulter un avocat, le meilleur avocat de Paris. Le week-end qui a suivi cette découverte a été le plus étrange de ma vie. Je marchais dans l'appartement comme dans un rêve. 208 millions d'euros. Les chiffres résonnaient dans ma tête, irréels, presque absurdes. Moi, Amandine, qui avait passé 37 ans à compter chaque centime, à économiser sur les courses, à attendre les soldes pour m'acheter un pull, moi qui n'avais jamais eu de compte bancaire personnel, qui dépendait des cartes de crédit de Romain pour tout. J'avais une fortune, une vraie fortune. Et personne ne le savait. Le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois, l'avocate que Monsieur Renaud m'avait recommandée. La meilleure en droit matrimonial, avait-il dit. Redoutable, mais juste. Son cabinet était dans le 8e arrondissement, un immeuble haussmannien élégant. Une secrétaire m'a fait entrer dans un bureau aux murs couverts de livres de droit. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel coupés courts, au regard perçant. « Madame Mercier, asseyez-vous. » Je me suis assise, serrant mon sac contre moi. « Je vous écoute. Racontez-moi tout depuis le début. » Et je lui ai tout raconté. Les 37 ans de mariage, l'effacement progressif, la trahison, la lettre de Céline, le départ de Romain, la rencontre au café, ses menaces, et finalement la découverte du compte bancaire. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, prenant des notes de temps en temps. Quand j'ai eu terminé, elle a reposé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Mercier, votre mari ne sait rien de cet argent ? » « Non, personne ne sait. Même mon fils l'ignore. Mon père a tout gardé secret. » « Bien. » Elle a marqué une pause. « Voici ce que je vous propose. Nous allons laisser votre mari croire qu'il a gagné. Nous allons accepter ses conditions, divorce à l'amiable, pas de pension alimentaire, partage de l'appartement. Nous allons être dociles, coopératives. Mais pourquoi? J'ai les moyens de me battre maintenant. J'ai les moyens de... Elle a levé la main. Exactement. Vous avez les moyens. Mais lui ne le sait pas. Et c'est là notre force. Elle s'est penchée vers moi. Madame Mercier, si nous révélons maintenant l'existence de ce compte, votre mari va essayer de le faire entrer dans la communauté de biens. Il va prétendre que cet argent aurait dû être déclaré pendant votre mariage. Il va engager des avocats coûteux, traîner l'affaire pendant des années. Et même s'il perd, ce qui est probable puisque le compte est à votre nom de jeune fille et a été ouvert avant votre mariage, vous aurez perdu du temps, de l'énergie et de la paix. Alors nous acceptons tout.
Nous divorçons rapidement, calmement. Vous gardez votre moitié de l'appartement, ce qui représente environ 400 000 €. Lui garde sa moitié. Et ensuite, quand tout sera fini, quand les papiers seront signés, quand il sera légalement libre de vous, vous serez libre de lui. Complètement, définitivement, avec votre fortune intacte. Elle a souri. Et croyez-moi, Madame Mercier, le jour où il découvrira que la femme qu'il croyait avoir jetée à la rue possède plus de 200 millions d'euros, ce sera votre plus belle victoire. J'ai réfléchi. Quelque chose en moi voulait se battre, voulait lui montrer tout de suite que je n'étais pas la femme faible et dépendante qu'il imaginait. Mais Maître Dubois avait raison. La vraie victoire n'était pas dans le combat. Elle était dans la liberté. D'accord, faisons comme vous dites. Parfait. Je vais contacter l'avocat de votre mari et lui faire savoir que vous acceptez ces conditions. Tout devrait être réglé en quelques semaines. Elle m'a raccompagnée à la porte. Madame Mercier, un dernier conseil. Ne changez rien à votre comportement. Continuez à être la femme qu'il pense connaître. Discrète, soumise. Cela rendra le divorce encore plus rapide. Je comprends. Et après, vous pourrez devenir qui vous voulez vraiment. Je suis rentrée à l'appartement le cœur léger. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un plan, un avenir, une porte de sortie. Les semaines qui ont suivi ont été surréalistes. Romain et moi avons signé les papiers du divorce avec une efficacité presque bureaucratique. Il était ravi. Je voyais bien qu'il pensait avoir gagné, qu'il m'avait manipulé, dominé jusqu'au bout. Un jour, alors que nous signions les derniers documents chez le notaire, il s'est penché vers moi et a murmuré « Tu vois, Amandine, c'est mieux ainsi. Pas de conflit, pas de drame. Tu vas pouvoir refaire ta vie. » Oui, ai-je répondu doucement. Je vais pouvoir refaire ma vie. Il n'a pas entendu l'ironie dans ma voix. Julien m'a appelé une seule fois pendant cette période pour me dire que Chloé avait accouché. Une petite fille, Élise, 4 kg 200. Tout s'était bien passé. « Tu veux venir la voir ?» a-t-il demandé, presque à contre-cœur. « Oui, bien sûr. Je suis allée à l'hôpital le lendemain. » Chloé était fatiguée mais radieuse. Le bébé dormait dans ses bras, minuscule, parfait. « Elle est magnifique », ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Chloé m'a souri, un vrai sourire, chaleureux. « Vous voulez la tenir ?» J'ai pris Élise dans mes bras, sentant son poids léger, sa chaleur, son odeur de nouveau-né, et quelque chose s'est brisé en moi. Toutes les années de douleur, de solitude, de silence, tout est remonté d'un coup. « Ma belle ?» ai-je murmuré au bébé. « Ma toute belle ?» Julien était dans un coin de la chambre, regardant son téléphone. Distant, absent, comme toujours. « Julien ?» ai-je dit doucement. « Tu veux tenir ta fille ?» Il a levé les yeux, surpris, puis il a souri, un sourire gêné, et il est venu prendre le bébé. En regardant mon fils tenir sa fille, j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Il était exactement comme son père, absent émotionnellement, concentré sur son travail, sur son image, sur sa réussite. Il aimait sa fille, j'en étais sûre, mais d'un amour distrait, superficiel. Et moi, j'avais élevé cet homme. J'avais contribué à faire de lui ce qu'il était. Cette pensée m'a suivi pendant des jours. Le divorce a été prononcé fin novembre 2023. 37 ans de mariage dissous en une audience de 15 minutes. Le juge a lu les documents, a posé quelques questions de routine et a frappé son marteau. Le divorce est prononcé. Romain m'a serré la main à la sortie du tribunal. Une poignée de main ferme, professionnelle, comme s'il venait de conclure un contrat commercial. Bonne chance, Amandine. Sincèrement. Bonne chance à toi aussi, Romain. Il est parti rejoindre Céline qui l'attendait sur le trottoir. Je l'ai vue de loin. Grande, blonde, élégante. Elle l'a embrassé. Il a souri. Ce sourire que je ne voyais plus depuis des années. Et je suis rentrée chez moi. Chez moi. L'appartement me semblait différent maintenant. Plus grand, plus lumineux. Comme si le départ de Romain avait laissé entrer l'air et la lumière. J'ai appelé Maître Dubois. C'est fini. Le divorce est prononcé. Parfait. Madame Mercier, vous êtes libre. Félicitations. Merci. Pour tout. Maintenant, la vraie vie commence. Qu'allez-vous faire? J'ai réfléchi. Qu'allais-je faire? Pour la première fois depuis des décennies, la question n'était pas « qu'est-ce que je dois faire ?» ou « qu'est-ce qu'on attend de moi ?» C'était « qu'est-ce que je veux faire ?» Et étrangement, je n'avais pas de réponse immédiate. J'avais passé tellement d'années à exister pour les autres que je ne savais plus ce que je voulais pour moi. Je ne sais pas encore.
Mais je vais trouver. Les jours de décembre ont été calmes. Je marchais beaucoup dans Paris. Je visitais des musées que je n'avais jamais eu le temps de voir. Je lisais. Je dormais quand j'avais sommeil, sans réveil pour me réveiller. Je mangeais ce que je voulais, quand je voulais. C'était une liberté vertigineuse, presque effrayante. Un après-midi, en passant devant une boutique de vêtements, je me suis arrêtée. Dans la vitrine, une robe, rouge, magnifique, élégante mais audacieuse. Pas du tout le genre de robe que j'aurais portée avant. Je suis entrée. Je l'ai essayée. Elle m'allait parfaitement. « Elle vous va à merveille, madame », a dit la vendeuse en souriant. Je me suis regardée dans le miroir. Cette femme en rouge. Ses cheveux gris qu'elle n'avait plus peur de montrer. Ses rides qu'elle n'essayait plus de cacher. Ses yeux où brillait quelque chose de nouveau. De la force. De la dignité. Je la prends. Ce soir-là, j'ai mis la robe rouge. J'ai préparé un dîner pour moi seule. J'ai ouvert une bouteille de vin. J'ai mis de la musique, du jazz, que Romain détestait. Et je me suis assise à table, seule, dans ma robe rouge, buvant mon vin, écoutant la musique, et j'ai compris que je n'étais pas seule. J'étais avec moi-même, enfin. J'ai levé mon verre vers la photo de mon père, posée sur la commode. Merci, papa. Merci de m'avoir protégée. Merci de m'avoir appris que je valais quelque chose. Chais. Dans le silence de l'appartement, j'ai cru l'entendre me répondre. Tu as toujours valu tout l'or du monde, ma chérie. Tu commences seulement à le comprendre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Monsieur Renaud. Madame Caron, j'ai une question à vous poser. Que voulez-vous faire de votre fortune? Que voulez-vous dire? Voulez-vous investir? Créer une fondation? Aider des causes qui vous tiennent à cœur? Votre père avait laissé des instructions très claires. Cet argent est à vous, pour que vous viviez, pour que vous soyez libre. Mais aussi, si vous le souhaitez, pour que vous fassiez le bien autour de vous. J'ai réfléchi longuement. Je veux aider les femmes. Les femmes? Oui, les femmes comme moi. Celles qui se sont effacées pendant des années. Celles qui ont peur de partir parce qu'elles n'ont pas d'argent. Celles qui pensent qu'elles ne valent rien. Je veux créer une fondation, pour leur donner les moyens de recommencer. Monsieur Renaud a souri. Je l'entendais dans sa voix. C'est une excellente idée, Madame Caron. Nous allons nous en occuper. Et c'est ainsi qu'en janvier 2024, la Fondation Henri Caron est née. Une fondation qui aide les femmes à sortir de mariages toxiques, qui finance des avocats, des logements, des formations professionnelles. Une fondation qui dit à chaque femme « Tu vaux quelque chose, tu mérites mieux, tu peux recommencer ». Je n'ai rien dit à Romain. Je n'ai rien dit à Julien. Je voulais que ma nouvelle vie se construise loin d'eux, loin de leur jugement, loin de leurs attentes. Et lentement, semaine après semaine, j'ai recommencé à respirer, à vivre, à être Amandine Caron. Pas Amandine Mercier, Amandine Caron, celle que j'avais toujours été au fond, celle que j'avais oubliée pendant 37 ans, celle qui revenait enfin à la vie. Les mois ont passé. L'hiver a cédé la place au printemps, puis à l'été. Ma nouvelle vie prenait forme, lentement mais sûrement. J'avais déménagé. Pas loin, je restais à Paris, dans le 5e arrondissement, près du Jardin des Plantes. Un appartement plus petit que celui que j'avais partagé avec Romain, mais lumineux, avec un balcon où je pouvais prendre mon café le matin en regardant les arbres. La Fondation Henri Caron avait ouvert ses portes en mars. Nous avions déjà aidé 23 femmes. 23 femmes qui, comme moi, avaient passé des années à s'effacer, à douter d'elles-mêmes, à croire qu'elles ne méritaient rien. Je travaillais 3 jours par semaine à la Fondation. J'écoutais leurs histoires. Je les regardais pleurer, puis je les regardais se relever, se reconstruire. Et chaque fois, je voyais mon propre reflet dans leurs yeux. « Merci, Madame Caron. Vous m'avez sauvé la vie. »« Non, » répondais-je toujours. « C'est vous qui vous êtes sauvée. Moi, je vous ai juste donné les moyens. » Julien m'appelait de temps en temps, brièvement, pour me donner des nouvelles d'Élise, pour me dire que Chloé allait bien. Jamais pour me demander comment j'allais, moi. Mais ce n'était pas grave. J'avais accepté que mon fils soit comme son père, distant, émotionnellement absent. Ce n'était pas sa faute, c'était ce qu'on lui avait appris. Un jour de juin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Chloé. « Amandine, c'est moi. »« Chloé, tout va bien? Élise va bien? »« Oui, tout va bien. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Julien ne vous appelle jamais vraiment. Et je me disais que, enfin, vous êtes la grand-mère d'Élise. Vous devriez la voir plus souvent. » J'ai senti quelque chose se réchauffer dans ma poitrine. J'aimerais beaucoup,
Venez déjeuner dimanche. Juste vous et nous. Pas Romain. Pas Romain. Un silence gêné. Julien a du mal avec ce qui s'est passé entre son père et vous. Il ne veut pas vous voir ensemble. Ça le met mal à l'aise. Je comprends. Mais moi, je pense que vous avez le droit de voir votre petite fille. Alors venez dimanche, s'il vous plaît. Merci Chloé. Merci beaucoup. Le dimanche, je suis allée chez eux avec un cadeau pour Élise. Un petit livre d'images. Chloé m'a accueilli chaleureusement. Julien était poli mais distant. Élise avait 7 mois maintenant. Elle commençait à s'asseoir toute seule, à babiller. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a souri. Un sourire édenté, magnifique. « Bonjour, ma belle. Tu es grande maintenant. » Pendant le déjeuner, Chloé a parlé de tout et de rien. Du travail, de la fatigue, des nuits difficiles avec le bébé. Julien mangeait en silence, consultant son téléphone de temps en temps. À un moment, Chloé a dit, presque innocemment, « Au fait, Amandine, vous avez trouvé un travail. Vous vous en sortez financièrement ?» J'ai souri. « Oui, je travaille pour une fondation. Je vais très bien. » « Une fondation ?» Julien a levé les yeux. « Quel genre de fondation ?»« Une fondation qui aide les femmes en difficulté. » Ah, il est retourné à son téléphone. C'est bien. « Du bénévolat, je suppose ?» Oui, on peut dire ça. Je n'ai rien dit de plus. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas à eux que je devais des explications. En juillet, j'ai reçu une invitation surprenante. Une invitation à un gala de charité organisé par l'entreprise où travaillait Romain. Un événement mondain, élégant, pour lever des fonds pour une association caritative. Je n'avais aucune raison d'y aller. Mais quelque chose, la curiosité peut-être, ou le destin, m'a poussé à accepter. J'ai acheté une nouvelle robe, longue, émeraude, magnifique. J'ai fait coiffer mes cheveux, j'ai mis du maquillage, pas beaucoup, juste assez pour me sentir belle. Quand je me suis regardée dans le miroir ce soir-là, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas, ou plutôt, une femme que j'avais oubliée depuis trop longtemps. Élégante, digne, vivante. Le gala se tenait dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Des lustres en cristal, des serveurs en gants blancs, du champagne à flots. Tout le gratin parisien était là. Je suis entrée seule, la tête haute. Quelques personnes m'ont regardée, intriguée. Qui était cette femme en robe émeraude? Et puis, je l'ai vue. Romain. Au fond de la salle, un verre à la main, parlant avec un groupe d'hommes en costume. Céline était à son bras, blonde, jeune, souriante. Il ne m'avait pas encore vue. J'ai pris un verre de champagne. J'ai respiré profondément. Et j'ai marché vers lui. Quand il m'a aperçu, son sourire s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. « Amandine ?»« Bonsoir, Romain. » Il m'a regardé de la tête aux pieds, visiblement choqué. Ce n'était pas l'Amandine qu'il connaissait. Ce n'était pas la femme effacée, discrète, transparente. Tu es magnifique. Merci. Céline s'est rapprochée, me jaugeant avec un sourire poli mais froid. Céline, je te présente Amandine, mon ex-femme. Enchantée, a dit Céline, me tendant une main molle. Enchantée. Un silence gêné s'est installé. Alors, a dit Romain, essayant de retrouver contenance. Tu vas bien? Tu travailles quelque part? Oui. Je travaille pour une fondation. Ah, du bénévolat. C'est bien, ça t'occupe. J'ai souri. Il ne savait pas. Il ne savait toujours pas. Et toi, comment vont les affaires? Bien, très bien. Mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Enfin, c'est compliqué en ce moment. L'économie, tu sais, mais on s'en sort. Céline a posé sa main sur son bras, un geste possessif. Romain est très stressé en ce moment. Il travaille tellement. Je vois. Je les ai regardés tous les deux. Romain qui essayait de garder la face. Céline qui jouait le rôle de la jeune épouse dévouée. Et j'ai compris que je n'avais plus rien à leur prouver. Je n'avais plus besoin de leur validation, de leur reconnaissance. Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Amandine, attends. Romain a fait un pas vers moi. On pourrait prendre un café un de ces jours? Pour parler? Parler de quoi? Je ne sais pas. De tout. Tu me manques, parfois. Notre vie ensemble. C'était quoi, Romain? Ennuyeux? Il a baissé les yeux. Je n'aurais pas dû dire ça. Tu étais honnête. Pour une fois. J'ai souri. Non, Romain. Nous n'avons rien à nous dire. Tu as fait ton choix. Vis avec. Je suis partie sans me retourner. Les mois suivants, j'ai appris
par Julien, par des connaissances communes, que la vie de Romain n'était pas aussi rose qu'il le prétendait. L'entreprise où il travaillait traversait des difficultés. Il y avait eu des licenciements, des réductions de salaire. Romain avait été restructuré. C'est le terme élégant qu'on utilise pour dire qu'il avait perdu son poste. À 69 ans, trouver un nouveau travail s'avérait difficile. Très difficile. Et Céline commençait à se lasser. Elle qui avait cru épouser un homme riche, stable, puissant, se retrouvait avec un homme au chômage, stressé, vieillissant. J'ai appris qu'ils se disputaient souvent, que Céline sortait beaucoup, sans lui, qu'elle parlait de « faire une pause ». Je n'ai ressenti aucune joie à ces nouvelles, juste une sorte de reconnaissance tranquille. La vie avait fait son œuvre, le karma avait suivi son cours. Un jour d'octobre 2024, presque un an jour pour jour après notre divorce, j'ai croisé Romain par hasard, près de la gare Montparnasse. Je sortais d'une réunion de la fondation. Il marchait seul, les mains dans les poches, le dos voûté. Il m'a vu, il a hésité, puis il s'est approché. Amandine, Romain, il avait vieilli, beaucoup, des cernes profonds sous les yeux, des rides nouvelles, une fatigue qui transparaissait dans chacun de ses gestes. « Comment vas-tu ? Bien, et toi ?» Il a haussé les épaules. « Ça va ?» Un mensonge évident. « J'ai entendu dire que tu travaillais pour une fondation. C'est vrai ? Oui. C'est bien. Tu as toujours aimé aider les autres. » Un silence. Céline et moi, il s'est arrêté. Nous avons rompu. Je suis désolée. Non, tu ne l'es pas. Il a souri tristement. Et tu as raison de ne pas l'être. J'ai été stupide. Incroyablement stupide. Romain, non, laisse-moi finir. Il a pris une grande inspiration. J'ai passé ma vie à courir après des choses qui ne comptaient pas vraiment. L'argent, le pouvoir, le prestige, les jeunes femmes qui me faisaient sentir important. Et j'ai perdu ce qui comptait vraiment. Toi, notre famille, notre vie. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait été mon mari pendant 37 ans. Cet homme qui m'avait fait tant de mal. Et je n'ai ressenti ni colère ni satisfaction. Juste de la compassion. Pour lui, pour l'homme vide qu'il était devenu. Romain, je te souhaite de trouver la paix. Sincèrement. Tu ne me détestes pas ? Non, je ne te déteste pas. Je ne ressens plus rien. Et c'est ça, la vraie liberté. Il a hoché la tête lentement, comprenant. Tu as l'air heureuse. Je le suis. Tant mieux. Tu le mérites. Il a marqué une pause. Je suis désolée, Amandine. Pour tout. Je sais. Nous sommes restés là quelques secondes. Deux étrangers qui avaient autrefois partagé une vie. Puis je lui ai souri. Un sourire serein, sans rancune, et je suis partie. En marchant dans les rues de Paris, sous le ciel gris d'octobre, j'ai repensé à cette phrase que mon père m'avait écrite dans sa lettre. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Romain avait donné du mépris, de l'égoïsme, de la trahison. Et la vie lui avait rendu la solitude, l'échec, le regret. Moi, j'avais donné de la patience, de la fidélité, de la dignité. Et la vie m'avait rendu la liberté, la paix et une seconde chance. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la justice humaine. C'était simplement le karma, l'équilibre naturel des choses. Et dans ce grand équilibre cosmique, j'avais enfin trouvé ma place. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. 2 ans se sont écoulés depuis ce dîner terrible de novembre 2023. 2 ans depuis que ma vie s'est effondrée et reconstruite. Je suis assise sur mon balcon, regardant le soleil se lever sur Paris. Le café fume doucement dans ma tasse. La même tasse blanche que j'ai depuis des années. Celle qui a survécu à tous les déménagements, à tous les changements. Une petite constante dans une vie qui a tant bougé. C'est devenu mon rituel matinal. M'asseoir ici, avec mon café, avec la photo de mon père posée sur la petite table à côté de moi, et réfléchir. Simplement réfléchir. La Fondation Henri Caron a aidé 112 femmes maintenant. 112 femmes qui ont recommencé leur vie. Certaines ont ouvert des entreprises. D'autres sont retournées à l'université. D'autres encore ont simplement appris à vivre seules, en paix, sans avoir peur. Chaque mardi, je rencontre ces femmes. J'écoute leurs histoires. Et chaque fois, je vois mon propre parcours reflété dans leurs yeux. La peur, le doute, puis lentement, progressivement, la force qui revient, la dignité qui renaît. « Madame Caron, m'a dit l'une d'elles la semaine dernière, comment avez-vous fait ? Comment avez-vous trouvé le courage de partir ?»
J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas si c'était du courage. Je crois que c'était plutôt de l'épuisement. J'étais épuisée de ne pas exister, épuisée de vivre dans l'ombre. Et un jour, j'ai simplement compris que même la solitude serait moins douloureuse que cette vie-là. Et vous ne regrettez pas? Regrettez quoi? D'avoir passé 37 ans avec un homme qui ne m'aimait pas vraiment? Oui, parfois. Mais regretter d'être parti? Jamais. Pas une seule seconde. Elle a souri à travers ses larmes. Merci. Merci de me montrer que c'est possible. Ce n'est pas moi qui vous montre. C'est vous qui découvrez. Moi, je ne fais que tenir une lampe pendant que vous trouvez votre chemin. Julien m'appelle plus régulièrement maintenant. Pas souvent. Une fois par mois peut-être. Mais c'est déjà mieux qu'avant. Il me parle d'Élise, qui a maintenant 18 mois, et commence à marcher, à dire ses premiers mots. Elle a dit « mamie » hier, m'a-t-il annoncé la semaine dernière. « Mamie » ? Oui. Chloé lui montre votre photo tous les jours. Elle dit « mamie » en vous montrant. Quelque chose s'est réchauffé dans ma poitrine. Cette petite fille que je vois trop rarement connaît mon visage, prononce mon nom. J'aimerais la voir plus souvent, Julien. Un silence, puis « je sais, et tu as raison. Chloé me le dit tout le temps. Je vais faire des efforts, maman. Promis. Maman. Il m'avait appelé maman. Pas Amandine, pas mère. Maman. Merci, mon chéri. Après avoir raccroché, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Mon fils revenait vers moi, lentement, maladroitement. Mais il revenait. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Romain. Amandine, c'est moi. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je t'écoute. J'ai besoin de te parler. En personne. C'est important. Nous nous sommes retrouvés dans le même café où il m'avait proposé son arrangement, il y a 2 ans. L'ironie ne m'a pas échappé. Il était arrivé avant moi, assis à la même table. Mais ce n'était plus le même homme. Il avait maigri. Ses cheveux étaient presque blancs maintenant. Ses mains tremblaient légèrement quand il a porté sa tasse de café à ses lèvres. « Merci d'être venu. De quoi voulais-tu parler ?» Il a pris une grande inspiration. « Je suis malade, Amandine. Le monde s'est arrêté. »« Quoi ? Un cancer, du poumon, stade 3. Les médecins, ils me donnent 1 an, peut-être 2 si la chimio fonctionne bien. » J'ai posé ma tasse. Mes mains tremblaient. « Romain, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. » Il a souri tristement. « Je ne suis pas venu chercher de la pitié. Je suis venu te demander pardon, vraiment. Tu me l'as déjà demandé. Non. La dernière fois, je l'ai dit parce que je me sentais coupable, parce que je me sentais seule. Mais aujourd'hui, je le dis parce que je comprends vraiment. Je comprends ce que je t'ai fait, ce que je t'ai volé. » Les larmes coulaient sur ses joues. Je ne l'avais jamais vu pleurer, pas une seule fois en 37 ans. J'ai passé ma vie à courir après des choses qui ne valaient rien, et j'ai ignoré la seule personne qui m'aimait vraiment, qui était fidèle, qui était bonne. Romain. Non, laisse-moi finir. Sa voix tremblait. Céline m'a quittée dès qu'elle a su que j'étais malade. Elle n'a même pas attendu 1 semaine. Elle a dit qu'elle était trop jeune pour jouer les infirmières. Il a ri, un rire amer, cassé. Et tu sais ce qui est drôle? Je l'ai jugée. Je me suis dit, comment peut-elle être aussi cruelle? Mais c'est exactement ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai abandonné dès que tu ne servais plus mes intérêts. Dès que quelqu'un de plus jeune, de plus excitant est apparu. Romain, tu n'as pas besoin de... Si, j'ai besoin. Parce que dans quelques mois, je ne serai plus là. Et je refuse de mourir sans t'avoir dit la vérité. Tu étais une femme extraordinaire. Tu l'es toujours. Et moi, j'étais trop aveugle, trop égoïste pour le voir. Il a pris ma main à travers la table. Je ne l'ai pas retirée. Pardon, Amandine. Du fond du cœur. Pardon. Nous sommes restés là, main dans la main, 2 êtres qui avaient autrefois partagé une vie, maintenant réunis par la conscience de la mort qui approchait. Je te pardonne, Romain, ai-je dit doucement. Je te l'ai déjà pardonné, en fait. Pas pour toi, pour moi, pour être libre. Il a hoché la tête, essuyant ses larmes. Merci, mais je veux que tu saches quelque chose. J'ai serré sa main. Tu n'étais pas qu'un mauvais mari. Il y a eu de bons moments aussi, les premières années, la naissance de Julien, certains Noëls, certains étés. Ce n'était pas que du mensonge. Tu crois? Oui, je crois que tu m'as aimé, à ta façon, imparfaitement, égoïstement, mais tu m'as aimé. Il a souri à travers ses larmes. Tu es trop bonne pour moi. Tu l'as toujours été.
Nous avons parlé encore 1 heure, de Julien, d'Élise, de la vie, de la mort, de tout et de rien. Quand nous nous sommes séparés, je l'ai serré dans mes bras, brièvement. Un dernier geste de tendresse pour un homme qui avait été ma vie pendant si longtemps. Prends soin de toi, Romain. Toi aussi. Je suis rentré chez moi le cœur lourd mais étrangement en paix. La roue avait tourné. Le karma avait fait son œuvre. Et même dans la cruauté du destin, il y avait une certaine justice, une certaine symétrie. Romain allait mourir seul. Abandonné par la femme qu'il avait choisie à ma place, exactement comme il m'avait abandonné. Mais moi, je vivais, entouré de femmes que j'aidais, entouré de sens, entouré d'amour. Ce matin, en buvant mon café, je regarde cette photo de mon père, ses yeux sérieux, sa mallette noire, et je lui parle, comme je le fais tous les jours. Papa, tu avais raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Romain a donné de l'égoïsme. Il récolte la solitude. Moi, j'ai donné de la fidélité, de la patience, de la dignité. Et aujourd'hui, je récolte la liberté, la paix, et une vie qui a enfin du sens. Le soleil monte dans le ciel. Paris s'éveille. J'entends les oiseaux chanter, les bruits de la ville qui commence sa journée. Et je me sens vivante, pleinement, totalement vivante. À 71 ans, ma vie commence vraiment. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. J'ai appris tellement de choses dans ces 2 dernières années. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un pendant 37 ans et ne jamais vraiment le connaître. J'ai appris qu'on peut se perdre soi-même en voulant trop plaire aux autres. J'ai appris que la solitude n'est pas synonyme de tristesse. Parfois, c'est la porte vers la liberté. J'ai appris que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il offre des choix, et que les choix, eux, peuvent sauver une vie. J'ai appris que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une libération. On ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi, pour ne plus porter le poids de la haine. Et surtout, j'ai appris que la vie ne finit jamais vraiment. Elle se transforme, elle renaît, même à 71 ans, même après 37 ans de mariage raté, même quand on pense que tout est fini. Il y a toujours un autre chapitre, une autre chance, un autre matin où le soleil se lève. Demain, je vais à la fondation. Nous accueillons 3 nouvelles femmes. 3 femmes qui pensent que leur vie est finie, que leur histoire s'arrête là. Et je vais leur dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a des années. Votre vie ne commence pas le jour où vous rencontrez quelqu'un. Elle ne se termine pas le jour où cette personne part. Votre vie, c'est vous. Et tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, vous avez le droit de recommencer. Je termine mon café. Je regarde une dernière fois la photo de mon père et je lui souris. Merci, papa. Pour tout. Pour l'argent, bien sûr. Mais surtout, pour m'avoir appris que je valais quelque chose, que je méritais d'être heureuse, que je n'avais pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour exister. Je me lève. Je rentre dans l'appartement. Et en passant devant le miroir de l'entrée, je m'arrête. Cette femme dans le miroir. Cheveux gris, rides profondes, mais des yeux brillants, un sourire serein, une posture droite, digne. « Bonjour, Amandine Caron », je murmure à mon reflet. « Enchantée de te rencontrer. Enfin, si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une seule femme quelque part, en m'écoutant, se dit « Moi aussi je peux partir, moi aussi je peux recommencer, moi aussi je vaux quelque chose », alors je n'aurais pas vécu ces 37 ans pour rien. La douleur que j'ai traversée n'était pas inutile. Elle m'a appris qui j'étais vraiment. Elle m'a rendue plus forte, plus sage, plus compatissante. Et aujourd'hui, cette douleur transformée en sagesse, je la partage, je la transmets. Je l'offre comme une lumière dans le noir pour celles qui marchent encore à tâtons, cherchant la sortie. Courage, mes sœurs, je leur dis toujours. Le chemin est long, il est difficile, mais au bout, il y a la vie, la vraie vie, celle où vous n'êtes plus l'ombre de quelqu'un d'autre, celle où vous êtes enfin vous-même. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.